Spinalcom, empowering digital buildings. On a le quorum, je vous propose d'attaquer. Écoutez, merci à tous d'être connectés. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos aventures Spinalcom. Donc aujourd'hui, on a deux sujets, deux nouveaux produits que j'aimerais vous présenter. Un qui va s'appeler Spinalboard, donc pour pouvoir analyser et produire des dashboards sur les données du bâtiment. Et un Spinalnet, qui est une autre plateforme, cœur de plateforme, qui va pouvoir mettre en interconnexion tous les bâtiments. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Lefort, je suis directeur associé chez Spinalcom. Je m'occupe des projets et des produits. Donc, je travaille sur la roadmap et la définition des développements des produits. Et je suis en charge de manière opérationnelle à l'installation et à la bonne qualité du déploiement de nos outils, de nos produits sur les différents projets. Et du coup, cette fin d'année est particulièrement dense, parce qu'on va mettre en service pas loin de 5 bâtiments complètement avec, je dirais, l'ensemble de nos produits. Côté Spinalcom, quelques chiffres. On est une entreprise donc, qui maintient sa croissance. On double notre chiffre d'affaires et nos équipes tous les ans. On a fait cette année notre premier ZARM outre-Atlantique, donc avec un beau projet à Montréal, d'un grand bâtiment de plus de 100 000 m². On commence à évaluer le nombre de millions de données qu'on nous gérons dans nos bâtiments. Donc, on est à peu près à 6 millions de données jour pour l'ensemble, pour les différents bâtiments que nous gérons. Et à date, au mois de septembre, on a 25 bâtiments d'ampleur qui ont été déployés. Donc voilà pour la présentation très rapide de Spinalcom. Donc, au menu du jour, je voulais vous présenter nos différentes briques logicielles. Donc, nos deux cœurs de plateforme qui sont donc Spinalcore, donc, qui est le BOSS, où je vais venir refaire une rapide définition. Un nouveau cœur de plateforme qui s'appelle Spinalnet, que je vais venir présenter dans un deuxième temps. Et au-dessus de ces cœurs de plateforme, un peu comme Windows, si vous préférez, donc là, on va avoir les cœurs de plateforme comparables à Windows. On va avoir nos suites d'applications, donc Spinal Twin, qui est une suite applicative, notamment basée sur du BIM, gestion, exploitation, maintenance. Et le produit du jour, la nouveauté du jour, qui est Spinalboard, voilà, qu'on a créé, que nous sommes en train de déployer, que je n'avais pas encore pris le temps de vous expliquer. Donc, on va rebalayer les différents produits. Vous me connaissez, je suis extrêmement bavard, donc je vais essayer d'être concis et synthétique pour qu'on ait vraiment un temps d'échange et de questions à la fin. Mais dans tous les cas, bien sûr, je suis entièrement disponible, voilà, soit via le chat du webinaire, ou n'hésitez pas à me contacter en direct pour que je puisse répondre le plus longuement à l'ensemble de vos questions. Le premier produit, bien sûr, Spinalcore, qui est le début de l'histoire pour Spinalcom, qui est le BOSS, Building Operating System, qui est la fondation digitale du Smart Building, donc qui permet de mutualiser l'ensemble de la donnée. Sans m'étendre profondément sur le sujet, moi, je vous invite à tous télécharger le livre de la SBA, donc le BIS et le BOSS, donc la SBA, la Smart Building Alliance, qui est un regroupement, je dirais, d'entreprises et de professionnels qui se sont accordés sur la définition, le rôle, les usages du BOSS. Donc vraiment, je vous invite à télécharger ce livre blanc qui nous a demandé tous beaucoup de travail pour pouvoir s'accorder sur quel est le but du jeu, quelles sont la stratégie à mettre en place du BOSS. Donc, ces deux illustrations, l'objectif est bien de mutualiser, de récupérer la donnée pour pouvoir faire un bâtiment plus intelligent. On va essayer de décrypter ce que ça veut dire un bâtiment plus intelligent. À l'origine, le bâtiment est depuis toujours produit beaucoup de données, mais de manière très silotée. Voilà, on va venir piloter un système de store, piloter un contrôle d'accès, piloter un IoT quelconque ou piloter une GMAO. Depuis quelques années, grâce à l'émergence notamment du label R2S, on voit arriver un réseau IP unique. Ça veut dire qu'on commence à faire circuler de manière homogène et converger l'ensemble de ces données. Et là, l'objectif, pour aller plus loin, donc le R2S V2, je vois qu'il y a quelques participants de la SBA autour de la table, c'est vraiment maintenant, on va mutualiser ces données à travers un BOSS
pour pouvoir créer un système complet d'information. Donc, on va vraiment transformer le bâtiment en en une plateforme de données, exactement de la même manière qu'on reprenait, de notre côté, côté Spinalcom, l'image du smartphone. Et ben, grâce à ces étapes d'évolution, donc un réseau unique de données qui permet de faire converger physiquement la donnée, une plateforme logicielle qui s'appelle BOS pour venir faire travailler cette donnée, la contextualiser, la partager, pour enfin produire des applications. Et enfin, bah voilà, en synthèse je dirais, de la SBA, le schéma d'architecture de référence, qui est composé en 3 parties, hein. Donc là, on reprend vraiment les standards, vraiment les bons canons, je dirais, de l'informatique. On a une couche physique sur le terrain avec tout un ensemble de capteurs, d'actionneurs, d'IoT. Tous ces éléments, équipements de terrain sont, je dirais, connectés ensemble sur un réseau IP du bâtiment, qui va venir fédérer physiquement cette donnée. Notre orchestrateur de données, la gouvernance des référentiels et la sécurisation des données à travers le rôle du boss, qui permet d'alimenter des applications diverses et variées pour l'ensemble des acteurs. L'intérêt est bien de proposer une évolution, une évolutivité du bâtiment, de la même manière que votre téléphone. Le jour où vous achetez un téléphone, on ne vous demande pas de télécharger toutes les applications le premier jour. Et ben nous, c'est la même idée dans le bâtiment. Le bâtiment, au moment où vous allez le mettre en service, il y a sûrement des applications que vous allez vous vouloir dès la mise en service du bâtiment. Et au fur et à mesure de sa vie, de ses opportunités, des différents besoins des parties prenantes, hein, que ce soit le propriétaire, le property manager, l'asset manager, le responsable de la maintenance, la direction de l'environnement de travail, et puis bien sûr l'occupant, hein, qui vit dans le bâtiment, peut avoir besoin de plus ou moins de données à travers une application. Notre objectif, c'est bien d'accompagner l'évolution du bâtiment tout au long de son cycle de vie, mais aussi de manière numérique. Donc voilà pour je dirais, notre premier produit Spinalcore, donc qui est je dirais le produit cœur côté Spinalcom à travers cette offre sur le boss. Deuxième application, donc là en fait j'ai un peu posé les bases comme Windows. Souvent Windows c'est un peu abstrait. Si je vous pose la question à quoi sert Windows, ce n'est pas toujours évident. Donc du coup, de la même manière, on a développé des applications de services qui permettent de répondre à des cas d'usage concrets pour apporter de la valeur directement sur la base du boss de manière native. Donc, notre première suite applicative, c'était Spinal Twin, où là, je vous représente les différents modules. Spinal Twin permet de comprendre et de connaître, je dirais, le bâtiment, de parcourir sa description, de partager sa description en sécurité, ça c'est très important. Qui a besoin de quoi pour bien travailler? Peut-être qu'un agent d'accueil ou une direction immobilière n'a pas forcément besoin de la même description ou la même finesse de description d'un bâtiment. Donc voilà, ça va être vraiment les rôles de Spinal Twin, de proposer la meilleure donnée au bon endroit, à la bonne personne. Donc cette suite applicative est composée je dirais, de 4 modules principaux. Un module qui permet, je dirais, la connaissance du bâtiment, donc à travers sa description bâtiment, étage, pièce, la description des équipements et des espaces. Donc là, on va surtout utiliser ce que j'appelle les données froides, les données statiques dans le bâtiment et la documentation. Un deuxième module qui va plutôt s'intéresser aux données tièdes, donc les données transactionnelles, en gros le qui fait quand, quoi, où, comment dans le bâtiment. Et enfin, pour atteindre les données chaudes, donc les données temps réel, pour monitorer, contrôler, réguler et faire la différente remontée d'alarme. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est nos modules Spinal Twin. Là-dessus, je crois que j'ai quelques illustrations histoire de vous mettre un peu d'image. Voilà, connaître le bâtiment, connaître ses espaces, connaître sa description, connaître, je dirais, les équipements, connaître leur plan de maintenance, connaître leur action, connaître leurs réservations, connaître leurs tickets. Connaître, bien sûr, la donnée dynamique. Donc, ça veut dire avoir des remontées temps réel qui va venir alimenter le jumeau numérique. Là, je prononce le mot jumeau numérique. On est bien sur une modélisation d'un actif enrichi de ses données de vie en temps réel. Donc, du coup, c'est vraiment ce que propose Spinal Twin, d'utiliser les données du boss pour visualiser et piloter plus efficacement le bâtiment. Donc, bien sûr qu'on peut voir la donnée, la travailler et puis derrière proposer de la régulation plus efficace et une meilleure utilisation. Donc ça, c'était les produits que vous connaissiez, je pense. Donc le boss Spinal Core
et la suite applicative Spinal Twin. Maintenant, arrivons sur notre nouvelle gamme de produits qu'on a appelée Spinal Board. Donc, avant de vous présenter, je dirais, les différentes vues de l'outil, je voulais vraiment insister sur, je dirais, un point de méthode, et c'est vraiment ça qui nous guide côté Spinalcom pour la roadmap des produits, puis pour essayer d'apporter une valeur différenciante dans le bâtiment. Donc, Spinalboard, notre objectif, c'est de transformer des données techniques, des fois des données qui sont un peu brutes, des fois des données qui sont un peu difficiles à comprendre, en indicateurs de pilotage du bâtiment. Côté Spinal Twin, on voyait spatialement la donnée, donc ça permet de mieux la comprendre, d'en comprendre le contexte. Et là, on va essayer d'apporter une vision enrichie de ce qu'on pourrait appeler des tableaux de bord. Donc, on appelait ça Spinal Board comme dashboard. Donc, notre objectif, ça va être de créer des indicateurs de pilotage innovants et performants pour, bien sûr, économiser de l'énergie, des charges, optimiser les différents services. On voit que dans un bâtiment, on a de plus en plus de services. Donc, est-ce que ces services sont fonctionnels? Est-ce que ces services sont performants? Pour essayer d'en optimiser, je dirais, le retour sur investissement. Et vous allez voir qu'on a fait un focus quand même sur la durabilité et le développement durable du bâtiment. On a essayé d'apporter une vision un peu plus poussée sur la vision énergétique et des consommations et sur le bilan carbone du bâtiment. Donc maintenant qu'on a posé je dirais, cet objectif, transformer les données techniques du bâtiment en indicateurs de pilotage, ça ne nous donne toujours pas quels sont les bons indicateurs à faire. Donc pour ça, on applique une méthode qui est en 3 étapes. Donc la première étape, c'est de se poser la question, quelles données seraient intéressantes à croiser pour justement avoir un éclairage nouveau sur le bâtiment? Encore une fois, c'est la méthode qu'on applique. Je ne dis pas qu'on a la réponse à l'ensemble des questions, et justement, j'aurais besoin de l'ensemble des participants. Si vous avez des idées, si vous avez des souhaits, encore une fois, chez Spinalcom, on n'a pas la prétention de connaître tous les métiers du bâtiment. Notre principale prétention, c'est d'avoir toutes les données au service des métiers du bâtiment. Donc, si on regarde un peu les données qui sont connectées au BOSS, on en a fait une matrice. Alors, bien sûr, là, d'un point de vue pédagogique, j'ai fait une matrice à 2 dimensions. On pourrait la faire à 3, à 4, à 5, à 6. Le concept est le même. Donc, si on prend chacune des sources de données, donc je dirais silo par silo, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Avec la maquette BIM, on est capable d'avoir une description du bâtiment. Avec des capteurs de GTB d'IoT, on peut avoir de l'usage, de l'occupation. En se connectant à la GMAO, je peux avoir des notions de maintenance. En me connectant aux différents compteurs ou systèmes énergétiques, on peut avoir la consommation énergétique, etc., etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on fait je dirais, ces éléments-là, quand on revient dans l'ancien monde où chacun travaillait en silo, si je prends un compteur énergétique, le compteur énergétique va me dire que je consomme X kilowattheures. C'est bien déjà, c'est très bien de le savoir. Mais c'est peut-être un peu sec. Est-ce que c'est grave de consommer 250 kWh? En fait, je ne sais pas. Mais qui consomme des 200 kWh? Etc. Donc, vous voyez bien que pour avoir une vision plus concrète d'un indicateur, donc si je prends un simple indicateur énergétique, donc c'est le relevé et l'addition des compteurs, c'est déjà une information en soi. Nous, notre objectif, ça va être de se poser des questions en disant, et si je croise le compteur énergétique, par exemple, avec la description du bâtiment? Ça peut être intéressant parce que je peux avoir la consommation par ratio de mètres carrés. Allons plus loin. Si je croise maintenant le compteur énergétique, les mètres carrés et l'usage du bâtiment, là, ça peut être intéressant. Je consomme de l'énergie sur un bâtiment qui est occupé à 50%. Donc là, vous voyez, on commence à apporter plus de contexte, donc plus je dirais, de compréhension à un phénomène. Je consomme de l'énergie et toutes mes fenêtres sont ouvertes. Là, on va dire c'est normal. Je consomme de l'énergie, pourtant mon bâtiment est vide. Là, vous voyez bien qu'on lit la consommation de manière complètement différente. Donc, notre objectif, c'est bien de se poser des questions sur toute cette matrice qui est encore à explorer pour essayer de trouver, de croiser, de comprendre différentes corrélations dans le bâtiment pour, encore une fois, apporter des indicateurs de pilotage encore plus pertinents et plus justes. Donc, si je reprends mon pivot du compteur énergétique, ça c'est quand même assez intéressant. On pourrait regarder, je consomme, mais mes équipements sont en maintenance, mes climatisations commencent à être en alerte. Voilà, ça nous donne une indication.
Je consomme et mon bâtiment est vide ou occupé, bah, ça me donne une autre information. Je consomme et j'ai un bâtiment qui est orienté sud avec des grandes façades vitrées. Ça me donne encore une autre rang d'information. Donc, notre objectif, c'est bien d'apporter ce croisement de données à travers ces indicateurs. Donc là, c'est je dirais, le premier point de la méthode, c'est réfléchir à des croisements de données pertinents. Il nous en reste encore deux. Deuxième point de la méthode de construction de ces indicateurs, c'est d'avoir le bon niveau de granulométrie. Donc là, pour le coup, c'est très dépendant des acteurs. Si je suis propriétaire, asset manager, ou si je suis gestionnaire opérationnel ou mainteneur, on se rend compte que l'échelle du bâtiment n'est pas la même et l'échelle de temps n'est pas la même. Donc, pour un croisement de données que je vous ai présenté juste avant, deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle est la manière de le consolider à l'échelle spatiale? Est-ce que je fais des indicateurs à l'échelle de l'équipement, du groupe d'équipement, de la pièce, du groupe de pièces, des étages, des lots, des bâtiments, du site, du patrimoine? Est-ce que je regarde l'indicateur en une photo, donc un point de vue fixe, ou est-ce que j'en fais une moyenne, une tendance sur l'année, le mois, le jour, l'heure, le temps réel? Et puis évidemment, on va voir peut-être les prévisions. Donc ça, c'est très important. C'est que pour donner de l'accessibilité, de la compréhension de l'indicateur, il faut vraiment se poser la question de quelle est l'échelle spatiale et temporelle que l'acteur a besoin pour bien travailler. Nos premiers travaux, je dirais, sur les indicateurs nous montrent que plus on est côté, je dirais, gestion patrimoniale, donc côté propriétaire ou asset manager, plus on va être, je dirais, sur la partie en haut à gauche de la matrice. Plus on est opérationnel et on vit dans le bâtiment, plus on a tendance à vouloir du détail et d'approcher, bien sûr, le temps réel et à la finesse de l'espace. Vous voyez bien que là, pour le coup, on a vraiment un jeu d'acteurs pour déterminer quel indicateur va pour quelle personne. Deuxième point de la méthode. Troisième point de la méthode, si je reprends toujours mon énergie, maintenant que je sais que je consomme et je comprends mieux ma consommation, c'est la méthode de comparaison. En fait, c'est toujours difficile de savoir si un bâtiment consomme normalement ou anormalement. Donc, une manière assez simple de se forger une opinion, c'est de comparer. On peut comparer le bâtiment, les étages du bâtiment entre eux, on peut comparer le mois d'avant, le mois courant, l'année d'avant, le mois d'avant, et surtout, on peut comparer plusieurs bâtiments entre eux. Donc, un même indicateur, on va le déployer sur un croisement de données, sur des échelles spatiales et temporelles, et on va le mettre en lumière, on va le mettre en regard, en perspective avec peut-être un autre bâtiment comparable, peut-être avec un autre mois comparable, pour essayer toujours d'avoir cette regard critique sur la donnée. Voilà, mon bâtiment consomme, est-ce que c'est grave? Écoutez, dans votre patrimoine, vous avez un bâtiment comparable, avec des taux d'occupation qui sont comparables. On consomme plus, on consomme moins, et voilà. Et là, ça permet d'essayer d'aller creuser, d'aller beaucoup plus loin dans les éléments. Donc, vous avez vu que le cheminement intellectuel pour arriver à un indicateur est assez long. Il est même assez difficile de vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche, mais c'est ce qui assure, je dirais, la pertinence de ces éléments. Et encore une fois, voilà. Donc du coup, côté Spinalcom, il a bien fallu qu'on démarre qu'on démarre sur une première série d'indicateurs. Donc on avait fait une session de travail avec des AMO du bâtiment en début d'année 2022. Donc nous, on a récupéré un peu ce brainstorming et on a mis sur le papier des premiers indicateurs. Alors bien sûr, on n'a pas commencé dans des indicateurs très farfelus ou forcément très innovants. On a déjà fait, je dirais, les grands classiques. Les grands classiques, ça va toucher l'énergie et les fluides, les différentes certifications. Donc là, c'est vraiment la notion de reporting et bien sûr qu'on a, comme le souffle Philippe dans le chat, on a quand même en tête le décret tertiaire qui est quand même, je dirais, une base de reporting qui nous semble indispensable à faire. Voilà, on fait du régalien. Travailler sur la maintenance, la disponibilité des équipements, parce que savoir qu'un bâtiment consomme, c'est bien, mais du coup, est-ce que mes fenêtres sont fermées? Est-ce que mes contacts de feuillure marchent bien? Est-ce que ma régulation marche bien? Voilà, une question simple, mais au moins qui amène du pragmatisme. Travailler sur l'occupation, travailler sur des indicateurs de confort, et puis bien sûr, essayer de travailler après sur la qualité de service, donc sur la capacité du bâtiment à proposer des services, ces différents services. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu notre première gamme d'indicateurs.
Tout simplement pour vous montrer que maintenant que le socle est fait et qu'on a la donnée, construire des indicateurs, c'est relativement facile d'un point de vue informatique. Là où on a besoin, je dirais, d'avoir des échanges avec vous tous, c'est quel est un croisement de données qui vous semblerait pertinent par rapport à votre expérience, par rapport à vos usages dans le bâtiment, par rapport à la connaissance de vos clients. Et chacun, en fonction de sa sensibilité, va apporter peut-être, nous, on va travailler ensemble à apporter je dirais, voilà, un nouvel indicateur, quelque chose qui a de la saveur. Donc, vous avez vu que tous ces indicateurs, ils sont extrêmement variés. Donc, pour pouvoir s'y retrouver dans notre plateforme informatique, on a commencé par faire un portail. Ça paraît simple, mais il faut déjà, on va essayer de switcher d'un indicateur à l'autre, d'une application à l'autre, donc pour essayer d'apporter de la cohérence dans notre navigation. Du coup, on a créé vraiment un portail applicatif qui permet de choisir l'application, qui permet de choisir le niveau de granulométrie que je vais venir vous présenter. Et ensuite, on a classé sous une forme de matrice, alors on aime beaucoup ça, les tableaux, vous avez vu, des applications de compréhension, des applications de bilan, des applications de temps réel, des applications de pilotage, des applications de prévision. Voilà, donc on a essayé les différents tableaux que j'ai pu vous montrer, on les a synthétisés dans notre portail. Donc du coup, à chaque nouvelle application, chaque nouvel indicateur, toc, on vient le ranger dans le portail pour derrière pouvoir donner des droits plus efficaces aux différentes personnes. Par exemple, Sébastien a besoin, directeur immobilier, il va avoir besoin de telle et telle application. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour ne pas noyer les acteurs sous une montagne de données, une montagne d'applications, c'est vraiment d'avoir une vision concrète de qui a besoin de quoi pour bien travailler. Donc voilà, portail applicatif, on a essayé bien sûr d'en soigner l'ergonomie. Ensuite, on va avoir les premières séries d'indicateurs qui vont être simplement la compréhension du bâtiment. C'est un premier indicateur. Combien je fais de mètres carrés, combien je fais d'étages, combien j'ai de pièces, combien j'ai d'équipements, tout simplement pour maîtriser l'inventaire et, je dirais, l'ensemble des équipements, des espaces et des services de mon bâtiment. Donc, vraiment, la partie descriptive. Ensuite, on a travaillé sur les taux, l'occupation, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et là, pour le coup, en regardant le verre à moitié plein, c'est cette pandémie de Covid nous a tous appris qu'on pouvait travailler différemment dans les bâtiments, mais tout compte fait. Maintenant, l'occupation du bâtiment devient vraiment quelque chose de très important pour pouvoir avoir un taux de foisonnement plus efficace dans les bureaux, avoir un regard critique sur la consommation pour être plus fin. Donc, du coup, nous, c'est le premier indicateur qu'on est venu faire, c'est venir travailler spatialement, temporellement et globalement dans le bâtiment, quels espaces sont occupés et comment c'est occupé. Donc, à chaque fois, chaque indicateur se décline sur les différentes échelles spatiales que je vous ai montrées. Donc, on a un menu qui permet pour l'occupation, de voir le patrimoine, le bâtiment en entier, un étage en particulier, puis on peut descendre jusqu'aux pièces. Donc, à chaque fois, chaque indicateur, donc je ne vais pas le répéter sur toutes les thématiques, mais chaque indicateur permet de descendre jusqu'à la granulométrie de l'équipement quand c'est possible. Là, pour le taux d'occupation, on va descendre jusqu'à l'espace. D'accord ? Donc derrière, on pourra regarder le taux d'occupation de mes salles de réunion, le taux d'occupation de mon 3e étage, le taux d'occupation de mon bâtiment en entier, modulo les échelles de temps en temps réel, aujourd'hui, heure par heure, cette semaine, le dernier mois, le dernier trimestre, la dernière année. Ouais. À chaque fois, on vient décliner nos indicateurs selon des échelles spatiales et temporelles que je vous ai présentées jusqu'à présent. Dernier point de fonction, on peut bien sûr visualiser les indicateurs que je vous présente, et puis bien sûr, on peut en faire un export Excel d'un tableur pour pouvoir récupérer la donnée et puis pouvoir la transformer comme on veut. Donc, voilà, là, le tableau de bord sur l'occupation. Je peux vous présenter le tableau de bord sur le ticketing et la maintenance du bâtiment. Donc, c'est qui produit le plus de tickets, quels sont les équipements qui sont le plus sollicités, quels sont les espaces qui demandent le plus de maintenance. Alors, quand je parle de maintenance, pardon, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Je réponds à Damien, exporter les données via API ou Excel. En fait, tout ce que je vous montre est disponible sous forme d'API. Tout. Je vais dire absolument tout. Donc, ça, c'est un prérequis dans la construction de nos outils. Et en plus, on vient de rajouter une fonction d'export Excel. Donc là, c'est vraiment de savoir
combien de temps les tickets sont faits, quelles sont les thématiques qui sont faites, est-ce qu'il y a des espaces qui sont plus préoccupants que d'autres, est-ce que des prestataires agissent plus ou moins vite. Voilà, et quand je parle de maintenance, je parle de tout type d'actions sur le bâtiment. Ça peut être des actions de nettoyage, d'hygiène, ou simplement de réparation corrective, curatif, voire de préventif. Et encore une fois, on vient décliner l'activité, je dirais, des différents tickets, si vous préférez, sur bâtiment, étage, pièce, équipement. Donc ça, c'est une notion pour essayer d'avoir la vision des services de maintenance. Ensuite, eh ben, on va venir travailler les différentes consommations, donc les différentes consommations d'eau, les consommations énergétiques, donc l'ensemble je dirais des calories et des watts dépensés dans le bâtiment. Donc encore une fois, hein, on a les premiers dashboards. Et les premiers dashboards, je peux peut-être vous montrer la manière dont on les présente. On a donc le bandeau du haut qui permet de choisir l'échelle temporelle et spatiale. Vous avez l'indicateur principal qui est vraiment en gros sur lequel vous pouvez venir modifier les échelles. On essaye d'apporter 3 blocs de ce qu'on appelle des highlights. En fait, voilà, c'est les chiffres clés à retenir, des éléments pertinents. Et ensuite, dans la partie basse, on essaye d'avoir une distribution temporelle plus fine pour mieux comprendre. Donc là, on va avoir, je dirais, les différentes variétés de consommation énergétique spatialement, temporellement. On travaille aussi sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est quand on a des sondes de CO2 qui sont, je dirais, implantées dans le bâtiment. Donc là, on a repris assez simplement la réglementation sur les concentrations de ppm de CO2. Je pense qu'avec des nouvelles générations de capteurs, on doit pouvoir aller beaucoup plus loin, hein. Je pense à un partenaire spécialisé dans la qualité de l'air qui s'appelle Octopus Lab, voilà, qui lui va beaucoup plus loin dans ces éléments-là. Donc en fait, on essaye de récupérer les données classiques du bâtiment. Donc une réponse à Frédéric aujourd'hui, vous avez vu, alors je vais finir mes indicateurs et puis après Frédéric, je vous réponds. Un indicateur qui nous sert énormément en commissioning, donc vraiment dès les étapes de réception du bâtiment et en GPA, donc en garantie de parfait achèvement, c'est le taux de disponibilité de mes différents équipements. Encore une fois, avant d'inventer une régulation intelligente d'un bâtiment, vérifions déjà que le bâtiment, sa régulation primaire, fonctionne. Par exemple, on peut noter que voilà, une fenêtre ouverte, normalement, coupe la clim. Donc, ça veut bien dire que j'ai une régulation entre le contact de feuillure, l'automate CVC qui vient couper la clim. On se rend compte que dans de nombreux bâtiments, on a des imperfections dans la construction, on a des fois des pannes. Donc, avant d'inventer une régulation complexe qui mélange l'occupation, qui mélange différents silos de données, déjà vérifions que tous mes contacts de feuillure sont fonctionnels, que tous mes multicapteurs sont fonctionnels, que toutes mes télécommandes sont fonctionnelles, tous mes stores sont fonctionnels. Parce que voilà, aujourd'hui, notre premier retour d'expérience, c'est de nombreux bâtiments refroidissent ou chauffent, je dirais, l'extérieur. Une fenêtre ouverte qui n'est pas détectée, vous vous rendez bien compte le nombre de watts d'énergie qu'on met à réchauffer ou à refroidir l'extérieur. Donc, avant de faire des algorithmes, je dirais, très savants de régulation, notre parti pris, c'est déjà de dire est-ce que le bâtiment est tout simplement fonctionnel. Donc, on va venir vérifier équipement par équipement, point par point, et je vais même aller plus loin, donnée par donnée. Nous, c'est important. On a une vision de la donnée. Si je prends par exemple là l'exemple du multicapteur, qui est le premier chapitre de mon dashboard, le multicapteur doit produire 5, 6, 7 données. Et on va vérifier que ce multicapteur, il produit effectivement bien ces 5, 6, 7 données. Parce que si on n'a pas de données de qualité, ça ne sert à rien après qu'on construise des indicateurs complexes ou qu'on fasse des régulations complexes parce que déjà, on n'a pas confiance en la donnée qu'on y arrive là-dessus. Donc, du coup, cette stratégie, je dirais, de dashboard permet, et au moment de la réception, de valider les différentes réserves du bâtiment. Nous, on a une vision complète de la donnée, donc on va très vite pour localiser les dysfonctionnements. On s'en sert énormément dans la première année pour la GPA, pour valider le bâtiment. Et une fois qu'on a confiance dans la donnée, maintenant, on peut construire des indicateurs qui sont beaucoup plus je dirais, intelligents dans le croisement de la donnée. Et enfin, je dirais, le dernier indicateur qu'on a construit à date, c'était le bilan carbone des consommations. Voilà, c'est aujourd'hui pour faciliter la vision reporting et la communication.
on vient récupérer et transformer en fonction des tables de l'ADEME. Je dirais, on vient transformer de l'énergie ou de la consommation d'eau en éléments CO2 et on essaye de fixer que ces éléments-là. Donc, vous avez vu que cette première gamme d'indicateurs, tout compte fait, elle est assez classique. Par rapport à ce que je vous ai montré au début, donc je me permets de vous remontrer la matrice. Aujourd'hui, on a été encore assez modeste dans le croisement de données. Aujourd'hui, le croisement de données qui nous semble évident, c'est toujours de croiser ça avec la spatialité du bâtiment. Donc, la présence par rapport à la spatialité, les compteurs par rapport à la spatialité. Et puis maintenant, maintenant qu'on a fait, je dirais, un peu ces premières gammes qui nous semblent régaliennes, en fait, c'est très classique, on ne prend pas beaucoup de risques, et on va continuer les exercices. Et c'est là où je vous interpelle, tous autour de la table. J'aimerais qu'on organise justement cette table ronde complètement transverse pour se poser ces bonnes questions de qu'est-ce qui serait bon comme indicateur à créer pour apporter de la performance environnementale, énergétique, technique, comment apporter du confort aux occupants. Là, encore une fois, je dirais, on a besoin de votre imagination et c'est bien votre imagination qui va, je dirais, pousser ce domaine du bâtiment à être plus efficace et plus efficient. Donc voilà sur les indicateurs qu'on a créés à date, aujourd'hui 15 septembre, et qu'on est en train de déployer opérationnellement sur nos projets. En 2022, on en a encore beaucoup d'autres à construire, donc je vais vous les présenter. Donc, la connaissance du bâtiment, il nous reste de faire les équipements fonctionnels et avoir les fonctions du bâtiment. Les performances du bâtiment, on va faire toute une batterie d'indicateurs entre la consigne et effectivement ce qui se passe dans le bâtiment. J'ai demandé une température de 19 degrés dans cette pièce. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment la pièce est à 19 ou est-ce qu'elle est à 20? Est-ce qu'elle est à 21? Pourquoi et comment? On va continuer à travailler sur les prestations, notamment de nettoyage, qui sont un vecteur important et d'hygiène dans le bâtiment. Travailler sur l'utilisation des services et la consommation des services. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller plus loin. On sait que cette pièce est occupée, mais du coup, est-ce qu'on sait quel service a été consommé? Voilà, c'est se connecter, par exemple, à l'audio-vidéo, savoir si les services de visio ont été utilisés un peu beaucoup passionnément. J'ai mis en place un service de restauration. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux avoir des retours? Travailler sur, je dirais, la sûreté du bâtiment en termes de contrôle d'accès. Donc ça, c'était une des demandes que nous ont fait nos projets, de bien avoir une vision concrète de qui a accès au bâtiment, quel espace est ouvert et ces éléments-là pour maîtriser la sûreté. Des indicateurs sur la connectivité du bâtiment. Voilà, est-ce que mes différents réseaux sans fil, Wi-Fi ou GSM sont fonctionnels? Est-ce que le réseau invité est utilisé sur ces éléments-là? On travaille beaucoup en jus de neurones encore aujourd'hui sur comment mesurer la satisfaction qu'on fait d'un service ou d'un occupant. C'est quelque chose de pas si évident. Et comment je peux croiser ces sondages de satisfaction avec l'ensemble de ces éléments-là. Et ensuite, bien sûr, transformer tous ces indicateurs sur je dirais, l'empreinte carbone, RSE et différentes certifications. Donc, bien sûr, si vous avez des besoins, je vous remets mon mail. Toute idée est bonne à prendre. Sachez que c'est vraiment assez complexe de trouver un nouvel indicateur dans le bâtiment. Mais en tout cas, la démarche intellectuelle est passionnante. Voilà pour ce premier round, je dirais, sur les indicateurs. Alors, peut-être, je me permets de faire comme un show Apple. Je vous ai préparé un one more thing, quelque chose d'après. Aujourd'hui, on a vu que le boss pilotait, et du coup, les indicateurs, on utilisait de la donnée statique, on utilisait de la donnée transactionnelle, donc des réservations, des actions de maintenance, on utilisait de la donnée dynamique, ça veut dire l'IoT. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de pouvoir vous dire que fin 2022, nous organiserons un webinaire on va vous présenter la donnée prédictive. Maintenant que j'ai beaucoup de données, que je suis capable de la contextualiser, d'avoir des compréhensions fines. Nous avons travaillé cet été et puis du coup là, à la rentrée pour produire de la donnée prédictive du bâtiment. Donc, on a commencé par des classiques, consommation énergétique. Est-ce que je suis capable de prévoir ma consommation énergétique de mon bâtiment pour le mois prochain? Donc, maintenant qu'on a toute cette donnée d'occupation, de réservation, d'usage, on doit être capable de déployer un machine learning
sur ces différents éléments. Donc, du coup, c'était un peu mon one more thing que je voulais vous présenter. C'est le boss Spinal Core va s'enrichir d'une nouvelle énorme famille de données qui va être la donnée prédictive au service de toutes les applications et de tous les dashboards. Donc là, voilà, là, on commence vraiment à passer un cran, je dirais, dans les compétences du jumeau numérique. Et puis, bien sûr, hein, pour compléter, je dirais, la vision peut-être un peu plus américaine du digital twin, il y a bien un moment où il va falloir qu'on simule le comportement du bâtiment. Donc ça, c'est encore à venir. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. La simulation, il faut le voir comme un what if. Qu'est-ce qui se passe si? Et notre objectif à terme, c'est bien de se dire, et si je baisse la température de consigne d'1 degré dans cette pièce-là, qu'est-ce qui va se passer sur ma consommation? Vous voyez bien que donc là, on mélange des notions de comportement, de prédiction et de simulation. Donc ça, c'est encore l'avenir, mais je reprendrai rendez-vous avec vous pour ces éléments de nouvelles données. Voilà pour le premier round, je dirais, de nos applications. Maintenant, de manière beaucoup plus rapide, le deuxième produit, donc vous avez vu, c'est un produit qui est bleu. Donc chez nous, les couleurs blanches et bleues, ça veut dire que c'est des produits cœur de plateforme, c'est le back-office. Donc ça va être quelque chose de moins visuel, d'un peu plus conceptuel, mais qui est hautement important dans la stratégie de données des bâtiments. On avait vu que pour un bâtiment, donc, voilà, un bâtiment produit de très nombreuses données. Bon, ça, évidemment, j'en ai été convaincu. Que le BOSS permettait d'avoir une distribution efficace de la donnée entre les différents acteurs. Donc, outre le fait que le BOSS fait converger la donnée, elle permet aussi une sécurisation entre les différents acteurs, de ne pas mélanger les données d'un occupant avec un autre, les données du propriétaire avec l'occupant. Voilà, on assure vraiment cette ségrégation à travers les fonctionnalités du BOSS. Maintenant, si on prend un peu de recul, un bâtiment, comme je vous ai présenté dans mes indicateurs, c'est un bâtiment, on aimerait bien le comparer avec un autre. En fait, un bâtiment ne vit jamais seul. Il est dans un patrimoine, il est dans un quartier. C'est pour ça que notre vision du quartier et du patrimoine, tout compte fait, c'est de se dire, chaque bâtiment est intelligent, contient ses données, contient ses applications, et je dois être capable, via un mécanisme sécurisé, donc du coup SpinANet, de venir faire dialoguer plusieurs bâtiments entre eux. Donc voilà cette brique SpinANet. Donc SpinANet, hein, c'est comme Internet, net c'est le réseau. Donc c'est mettre en réseau, mettre en synergie plusieurs bâtiments. Donc mettre en synergie plusieurs bâtiments, c'est très utile pour un gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire de patrimoine, chacun de ces bâtiments sont intelligents, c'est bien. Il a par exemple des reporting ou des applications sur chacun de ces bâtiments, c'est très bien. Mais il aimerait bien avoir une vision consolidée de tout son parc. Donc on va venir connecter, si vous préférez, les bâtiments à une plateforme maître, qui va venir donner des droits aux différents bâtiments pour en avoir une vision globale. Ce qui est très important, c'est qu'on peut aussi donner des droits à des tiers. On pourrait très bien dire, si je reprends ma vision à côté, on pourrait très bien dire un bâtiment d'un propriétaire 1 et d'un propriétaire 2 se partagent, je sais pas, l'occupation du parking en temps réel. Comme ça, ils font du parking partagé. Un bâtiment C partage ses données énergétiques avec l'ADEME. Donc, vous voyez bien que chaque bâtiment, en fait, n'agit jamais seul, il agit en réseau, il agit en quartier. Donc, du coup, SpinANet, c'est une plateforme qui permet d'inscrire, si vous préférez, les différents boss, donc inscrire les différents bâtiments, pour pouvoir après réguler, sécuriser et donner des droits. Ça veut dire que SpinANet va pouvoir permettre de dire tel bâtiment partage telle donnée avec tel autre, tel bâtiment, tous les bâtiments me remontent la donnée de consommation énergétique, etc., etc. Donc, on est vraiment passé du concept là, de smart city ou d'éco-quartier à quelque chose, à un produit extrêmement concret, déployable tout de suite, qui permet de mieux gérer dans des très grands bâtiments, de mieux gérer la ségrégation de données et surtout dans un patrimoine, d'avoir un point unique d'accès à l'information. Donc, du coup, je dirais, le schéma important pour SpinANet, je vous le remontre, c'est d'être capable d'avoir une interaction avec l'ensemble des éléments. Donc, demain, je vends un bâtiment, j'ai simplement de la plateforme d'administration de SpinANet, enlever l'administration de ce bâtiment et ce bâtiment est autonome. Demain, un nouveau bâtiment arrive, hop, je viens simplement l'inscrire dans la plateforme via un formulaire assez simple et des éléments de sécurité, et automatiquement, l'ensemble des données vont remonter. Donc, tout ce que je vous ai dit sur les Spinal Twin et sur les dashboards, voilà comment nous, on atteint l'échelle patrimoniale. Chaque bâtiment vit sa vie avec ses différents éléments et on vient concentrer l'ensemble des données. Notre objectif, bien sûr, c'est d'apporter une vision concrète sur ce que c'est un patrimoine, ce que c'est, et puis idéalement, un jour, avoir une vision concrète sur ce que c'est un quartier
ou une ville connectée. Donc là, ce que je vous présente à l'écran, c'est notre démonstrateur je dirais de quartier connecté sur les éléments de Massy. Avant de vous donner la main sur les questions, parce que je vois que le temps tourne, vous avez peut-être vu passer une communication sur le fait qu'on a créé un programme de formation complet. Donc, les éléments que je viens vous présenter là aujourd'hui, c'était assez, je dirais, démonstration. Je ne vous ai pas expliqué toute la philosophie et la manière de faire. Si vous voulez creuser beaucoup plus loin, on a créé 8 modules, enfin plutôt 9 modules, parce qu'on a un module préliminaire, de formation je dirais, qui se destine à toute la chaîne d'acteurs du bâtiment. Donc, je vais passer en revue les différents modules et après, j'ai un tableau qui donne les opportunités par acteur. Donc, le premier module M0, c'est vraiment, je dirais, le concept de ce que c'est un jumeau numérique, mais dans l'absolu, pas forcément appliqué au bâtiment, mais dans l'absolu, c'est quoi le concept d'un jumeau numérique et d'un middleware, d'un OS, pour pouvoir gérer de la donnée. Le deuxième module, il s'adresse plutôt aux maîtrises d'ouvrage, AMO et aux maîtres d'œuvre. C'est vraiment de créer un programme digital, un programme, une programmation digitale du bâtiment. Vraiment enrichir le programme de construction ou de rénovation avec des éléments numériques. Le module numéro 2 s'intéresse plus particulièrement aux maîtres d'œuvre et aux bureaux d'études. C'est concrètement comment je fais pour construire mon bâtiment. Quel type de réseau, quel type de prescription, quel type de matériel je mets, comment je fais pour que toutes ces données s'interopèrent pour avoir justement une construction de qualité. Le module M3, ça va être plutôt aux ESN, donc aux entreprises de services numériques, ou aux intégrateurs de systèmes. C'est comment on fait pour installer concrètement, informatiquement, un boss et ses applications. Le module 4, c'est une fois qu'on a appris à l'installer, comment on fait pour développer des applications innovantes avec l'ensemble des données. Le module 5, c'est comment je maintiens mon système d'information. Comme tout système d'information, pour pas qu'il soit obsolète, il faut qu'il soit à jour. Donc, il y a une gouvernance de la donnée à avoir. Il y a une maintenance applicative à apporter. Donc, c'est apporter, vraiment une lumière sur ce nouveau métier qui est la maintenance des données du bâtiment. Vous connaissiez la maintenance du bâtiment, maintenant, c'est la maintenance des données. Et pour nous, c'est extrêmement important si on veut que notre système soit à jour pendant les 40 prochaines années. Et ensuite, après, des modules M7 et M8 qui sont plus des modules disjoints, qui est une réflexion sur c'est quoi le patrimoine, le quartier, c'est quoi la Smart City de demain. Voilà, donc, comment on interagit, comment on partage les données, quels sont les cas d'usage qu'on pourrait inventer à une échelle patrimoniale au quartier. Et enfin, le module M8, c'est un peu ce qui guide notre R&D côté Spinalcom, c'est une méthode qui s'appelle CK, Concept Knowledge, mais qui permet de faire émerger l'innovation. Dire être innovant, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des méthodes, je dirais, intellectuelles pour pouvoir nous aider, si vous préférez, à faire les éléments. Du coup, on voulait vous la partager. C'est la méthode CK et du coup, on l'a appliquée sur les éléments. Et avant de vous rendre la main, voilà le résumé de ce tableau. Donc, vous allez retrouver les modules M0 à M9. Donc, le module M0 sur une journée, M1, M2, M3 sur 2 jours, M4 sur 3 jours, M5 sur 1 jour, 1 jour, 1 jour. Donc, on propose aujourd'hui toutes ces formations sur le campus de Polytechnique, dans l'amphithéâtre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et j'ai essayé de mettre des plus et des moins. Alors, encore une fois, c'est un peu peut-être un peu subjectif, mais il y a vraiment de l'opportunité pour les différents acteurs. Par exemple, j'insiste beaucoup, moi je suis pilote des modules M1 et M2. Donc aujourd'hui, le cœur de cible, c'est bien le maîtrise d'ouvrage, son AMO, le maître d'œuvre et son bureau d'études pour mieux concevoir du smart building. Voilà, c'est vraiment essayer de passer du livre blanc de la SBA qui explique le concept de BOSS à quelque chose d'applicatif pour mettre en place du smart building. Écoutez, il est 49, je vous ai tout dit. Maintenant, n'hésitez pas, donnez-moi vos questions. Je n'ai peut-être pas répondu ces éléments, mais n'hésitez pas. Je suis là pour vous. La vidéo sera bien sûr disponible. On va la poster sur notre chaîne YouTube. Je pense que le support, c'est pareil, vous sera envoyé pour ceux qui étaient présents. Voilà. N'hésitez pas. Si je suis allé un peu vite sur différents concepts, je suis à votre disposition. Donc, il y a Philippe. Merci Philippe pour écart de type de température par jour et par espace. Oui, ça, on l'a quasiment. On est en train de finir. Mesurer justement à quel point j'arrive à la consigne. Ça fait partie de la roadmap qu'on est en train de déployer.
Philippe, suis-je capable de calculer la consommation du bâtiment si tout est optimisé? Là, peut-être, en fait, on va pouvoir voir la progression. En fait, notre objectif dans les dashboards, c'est, on dit toujours, on veut s'améliorer, mais si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Enfin, s'améliorer, ça veut dire, avant tout, comprendre le problème, mesurer, et on va mesurer l'amélioration. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est revenu à des dashboards, tout le monde fait en termes de présentation assez classiques, mais c'est simplement la stratégie d'utilisation entre les spinal twins qui vont donner une image vraiment spatiale, contextualisée, et des dashboards de progrès. On est capable de mettre sur les indicateurs une barre d'objectifs et de vérifier que nos plans d'action font converger les différents objectifs. Alors, attendez. Voilà, alors, du coup, on peut faire la STD. Donc, nous, on n'a pas vocation à faire une simulation thermique poussée. Il y a vraiment des outils qui sont spécifiques. Mais c'est au moins, nous, dans un avenir proche, être capable d'apporter une indication, un cap à la question et qu'est-ce qui se passe si voilà. Qu'est-ce qui se passe si je modifie ces éléments? Qu'est-ce qui se passe si mon bâtiment est plus occupé? Qu'est-ce qui se passe si voilà. Donc, c'est essayer de s'apporter. Alors, c'est une première approche de simulation. Et puis, peut-être un jour, on arrivera à faire ces éléments. Alors, attendez, pardon, je renvoie les éléments. Quelles sont les pertes de données notoires pour l'exploitation d'un fichier IFC beaucoup plus léger en portabilité? Alors, du coup, l'IFC, c'est déjà faire un IFC de qualité, c'est difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. L'IFC n'est pas aussi riche d'un point de vue informatique de la donnée. Je m'explique. Quand vous avez une porte et un mur, on voit bien que le trou dans le mur et la porte sont bien géoréférencés, ça c'est l'IFC. Mais on n'a pas forcément le lien entre l'objet porte et l'objet mur. Avec les formats natifs, on a beaucoup plus de richesse d'informations. Quand je dis format natif, voilà, nous on est compatible avec 63 formats de fichiers, donc les très grands classiques qu'on voit, mais voilà, on a plus de richesse dans ces éléments que l'IFC. Et surtout, on a plus de stabilité dans les formats, dans l'organisation des données dans le format natif que dans le format IFC, parce que le format est un format d'export et ça demande beaucoup plus de savoir-faire l'IFC. Mais par contre, Eric, si vous avez l'IFC, écoutez, on a l'IFC, ça marche. Selon Spinalcom, la donnée de comptage doit remonter via la GTB ou à travers un intégrateur de comptage en IP. Alors déjà, Emmanuel, il faut qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Je vais vous donner le mien. Alors, désolé, vous ne pouvez pas interagir. Moi, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se connecter au plus près de l'équipement qui parle IP. Donc, si votre compteur parle IP, BACnet IP, nous, on est très heureux, pouf, on passe en direct. Si votre compteur ne parle pas IP, il peut parler par exemple MBus, nous, on va se connecter à l'automate, au premier équipement qui va parler IP. Donc, par exemple, l'automate de GTB, il parle IP, par exemple BACnet IP, on va interroger l'automate, on va avoir le données de compteur. Et ensuite, nous, ce qu'on n'aime pas faire, malheureusement, des fois, on est obligé de le faire, c'est se connecter au superviseur. Donc, le superviseur, c'est le logiciel qui vient récupérer et remonter l'information des différents équipements de la GTB. Pourquoi on n'aime pas se connecter au superviseur? Parce qu'en fait, il filtre de la donnée. Déjà, ça fait un goulet d'étranglement, parce que du coup, nous, on envoie des millions de requêtes à une personne, donc de le faire de manière répartie. Et deux, si le superviseur ne me remonte pas tout, je ne vois pas tout. Voilà. Pour continuer, par exemple, on s'est connecté à une pompe. Le superviseur me donnait deux informations, on-off et la vitesse de rotation de la pompe et les alarmes. Voilà, 3 données. Mais quand je me connectais directement sur la pompe parce qu'elle parlait IP, et en fait, la pompe me remonte 400 données. La vibration, la température. Alors du coup, moi, en tant que Nicolas, je ne sais pas quoi faire de ces données, mais peut-être que quelqu'un en a besoin d'un usage. Vous voulez faire de la maintenance préventive, vous voulez faire de la maintenance au potentiel, vous avez peut-être besoin de ces données. Donc moi, en tant que spécialiste de la donnée, je me dois de récupérer un maximum d'informations, de les contextualiser. Dans le cas où il faut un réseau IP aussi, vous vous connectez aussi aux infra type BACnet, MBus. Alors du coup, nous, Julien, on est un logiciel informatique. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun matériel. Donc, on n'a pas de gateway, on n'a pas d'automate. On est complètement indépendant de la partie hard. Exactement comme les Windows sur vos ordinateurs. Donc, aujourd'hui, on a développé des drivers. Un driver, c'est exactement quand vous installiez votre webcam il y a, je dirais, une dizaine d'années en informatique, vous la branchiez, elle ne marchait pas du premier coup. Il fallait installer, avec un petit CD, des drivers pour que l'ordinateur, que Windows comprenne la webcam. Maintenant, on a oublié tous ces éléments-là.
Aujourd'hui, le bâtiment est à ce niveau-là de maturité. Donc, nous, on a développé des bibliothèques de protocoles, donc le BACnet IP, le Modbus IP, l'OPC-UA, l'écostructure qui est un langage Schneider, un langage d'ISTEC, le MQTT. Enfin, voilà, on a un certain nombre de protocoles, mais ils sont tous des protocoles IP. Donc aujourd'hui, si on a du BACnet non IP ou du MBus non IP, ou du KNX ou du LON, eh ben dans ces cas-là, nous, le logiciel ne sait pas parler ces protocoles de terrain, parce qu'on a besoin d'IP. Et dans ces cas-là, on invite le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre à rajouter une petite passerelle, une gateway, qui permet de transformer ce langage de terrain en un langage IP. Attention, la FFIE s'en présenter un boss comme une GTB. Bah oui, la FFIE, c'est la Fédération française des installateurs électriques. Donc pour eux, c'est du matériel à brancher. Donc encore une fois, on avait vu ces éléments-là. Donc je suis en contact avec la FFIE justement pour les ramener vers, la convergence de définition que peut proposer la SBA. Frédéric, comment garantissez par nature la donnée des référentiels uniques par rapport aux outils de gestion ne sera pas forcément la seule solution en place. Alors, oui, encore une fois, sur un ordinateur, il est assez rare d'avoir deux OS différents. Et dans un bâtiment, il y aura des bâtiments avec du spinal core. Donc, du coup, nous, on va venir alimenter les différents référentiels. Si vous avez une autre solution, ça sera peut-être une autre stratégie. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir un référentiel strictement unique, c'est d'avoir un référentiel unifié. Alors, je vais essayer de décrypter ces éléments. Je vais vous en faire une métaphore. Il y a une 50aine d'années, un chercheur en langue a inventé l'espéranto. L'espéranto, c'est un mélange de plein de langues. Et du coup, le but du jeu, c'était d'avoir un langage unique pour toute la planète. Très bonne idée. Mais est-ce que vous parlez espéranto? Non, personne ne parle espéranto. Donc, fort de cette image, nous, on ne va pas imposer un référentiel, on va faire en sorte que les référentiels se parlent. Donc, on va dire chacun garde sa langue et nous, on va faire la traduction, la transduction de ces différents référentiels. Si vous n'avez pas de référentiel, vous inquiétez pas, moi, je vais vous le pousser. D'accord? Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord entre la GMAO, la maquette, etc., nous, on va simplement créer des liens et on va orchestrer cette mise à jour. Ça veut dire qu'un exemple très concret, quand vous réservez une salle de réunion dans votre Outlook, vous réservez la salle Victor Hugo, mais pourtant dans la GTB, Victor Hugo, elle n'existe pas. Pourtant dans la GMAO, Victor Hugo, elle n'existe pas. Pourtant dans le SSI, elle n'existe pas. Donc, c'est un peu comme une table de transcodification à orchestrer. Alors, intellectuellement, il faut voir ça comme un genre de mapping. Technologiquement, c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément du 1 pour 1, il y a du 1 pour n, il y a des nœuds, il y a des liens dans tous les sens. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment notre cœur de métier, de jongler dans un monde hétérogène. On est bien là pour surtout ne pas tout casser. On est là pour faire jouer en synergie tout ce qui existe déjà. Donc, toutes les applications, tous les équipements, avant de tout casser, de dire on fait table rase, on remet tout. Nous, on a de dire, mais attendez, on est déjà assis sur une mine d'or de données. On va simplement les faire jouer en synergie. Donc, c'est ça. Donc, j'espère, Frédéric, que je vous ai répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc, du coup, Sébastien vous a remis l'enquête sur la formation. On va faire une date, je ne l'ai plus en tête, si je ne dis pas de bêtises, entre octobre et novembre, on va vous proposer des dates. Donc, du coup, ça sera, je dirais, dans nos locaux à Polytechnique. Et là, on travaille avec un organisme de formation pour faire reconnaître Calliope, ces différents modules. Comme ça, vous pourrez travailler avec notre partenaire opérateur de formation pour justement vous faire subventionner ces formations. Quid du protocole LoRa pour l'IoT? Ah oui, alors ça, Emmanuel, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ces réseaux sans fil ont un pouvoir incroyable. Ça veut dire que je pose le capteur, je le mets en route et on ne se pose pas de questions sur les réseaux, etc. La donnée, on la récupère directement sur un serveur LoRa. Mais vous dépendez d'un opérateur. Donc, effectivement, le retrait d'objet news, pour moi, prouve que l'économie de ces opérateurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais ça me semble quand même, en complément d'un bâtiment qui n'a rien, ça me semble quand même une approche qui me semble bonne.
Ça veut dire qu'un bâtiment qui n'est pas du tout smart building, qui n'a pas de réseau IP, etc., soit on a une opportunité de rénovation et dans ces cas-là, on se met dans les canons que peut proposer la SBA, soit il faut agir d'un point de vue d'une frappe chirurgicale. Ça veut dire qu'on va se poser la question, quelles données vraiment il me manque pour bien travailler, quelles sont les données clés que j'ai besoin. Donc, au lieu de dire j'ai toutes les données, qu'est-ce que je peux en faire, c'est de se dire je vais me concentrer sur l'occupation, sur la qualité de l'air. Et là, de venir ponctuellement mettre 2-3 IoT, ça me semble pertinent. Déployer de l'IoT sur une grande échelle, sur un grand bâtiment de 50 000 m², ça me semble pas forcément robuste dans le temps. Donc, moi, je vois vraiment ces capteurs, notamment sur ces réseaux sans fil de type LoRa, comme un appoint très performant. Voilà. Dernière question, bâtiment IP, avez-vous des solutions pour entrer compatible via le superviseur, via la gateway? Oui, du coup, nous, encore une fois, on parle, pour répondre à Julien, nous, on parle IP. Nous sommes un logiciel informatique. Donc, dès que j'ai des API REST, dès que j'ai des API WebSocket, dès que j'ai une capacité d'interconnexion entre deux logiciels, parce que là, si on parle du superviseur, c'est bien un logiciel, dès qu'il a un serveur d'API, je saurai me connecter à lui. Voilà. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les superviseurs du bâtiment sont des outils, comment je peux dire, établis depuis de très nombreuses années. Voilà. Ils ne sont pas forcément dans les meilleurs standards d'interopérabilité. Ce n'est pas toujours facile de s'interconnecter avec eux. Ils ne sont pas très bavards. Voilà. En gros, ils ne partagent pas beaucoup la donnée. Donc ça, c'est vraiment aussi un axe clé que j'aimerais vous transmettre lors des formations sur la programmation et la conception digitale. C'est de l'importance de mettre des exigences concrètes d'interopérabilité de la donnée. Dire je suis ouvert, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dire j'ai des API, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut regarder le périmètre des API, il faut vraiment les qualifier. Donc là, c'est plutôt un message auprès des maîtrises d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Voilà, dire je suis interopérable, c'est un vœu pieux. Donc derrière, c'est comment on fait pour vraiment le qualifier et aller beaucoup plus loin et être certain que les équipements que je mets dans mon bâtiment, ils sont réellement interopérables. La difficulté avec le bâtiment, c'est qu'une fois qu'il est construit, il est construit, il est moins souple. Alors que sur la partie données logicielles, on peut toujours créer des nouvelles applications. Mais par contre, modifier le hard du bâtiment, ça serait bien de le construire bien du premier coup. Donc, c'est vraiment nos objectifs.